Les rencontres du Rav Morali vous présentent une soirée exceptionnelle. Après le Gush Katif, comment se reconstruire? En partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Johan, est-ce que tu peux nous présenter Nadine Cohen, la guide au centre de l'héritage du Gush Katif? Et je crois que Nadine, elle est très optimiste. Dans les cas, j'ai eu le mérite de te rencontrer il y a quelques années. On guide un groupe et c'était toi qui nous as guidés au centre du Gush Katif. Un grand merci pour ta patience. Tu es là depuis le début de la soirée. J'imagine que tu as beaucoup d'idées, de réflexions qui sont venues. Et donc, tu veux nous parler de ne jamais oublier, également de reconstruire. Tu peux commencer. Je vais partager le document que tu nous as envoyé. Bechavod, Nadine. D'accord, ok, merci. Bon, alors voilà, j'habitais au Gush Katif pendant près de 19 ans. Et comme tous ces habitants, j'ai été expulsée moi aussi il y a près de 17 ans. Et j'habite maintenant à Nitsan. Et nous sommes arrivés au Gush Katif avant la première intifada. En 87, intifada, c'est résurrection arabe, et qui a fait malheureusement de nombreux morts au Gush et aussi dans tout Israël. Et nous habitions à Jérusalem, nous sommes passés par Netivot. Et après quelques visites au Gush Katif, nous avons décidé d'habiter au Gush. Et le Gush Katif, pendant 10 ans, entre 77 et 87, c'est un véritable havre de paix. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une entente assez étonnante entre les Arabes et les Juifs qui étaient là-bas, enfin nous. Et si vous voulez, on allait librement dans les chouks arabes, on apprenait à conduire avec les moniteurs d'auto-école arabes, on allait chez les médecins arabes. C'était vraiment quelque chose d'assez maintenant, on a vraiment beaucoup de mal à imaginer tout ça. Les Arabes venaient travailler dans nos serres et bon, avaient donc à l'époque de quoi manger. Et c'est vrai que c'est très difficile à imaginer cette période. Mais c'était vraiment une période, quand on entend des gens qui parlent dans cette période, qui faisaient du stop dans les dunes et que les Arabes les prenaient, les amenaient chez eux, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile à imaginer. Alors, avec ma famille, nous avons décidé que là, au Gush Katif, était vraiment le meilleur endroit pour exprimer totalement notre sionisme, une raison aussi de cet alia et notre total engagement pour la terre d'Israël. Et nous habitons vraiment au Gush Katif, un véritable paradis. Et vraiment, c'était le sable, la mer, les palmiers, le soleil. Les voisins au Gush qui étaient devenus une véritable famille, surtout que la nôtre était toujours en France. Et je dis toujours sérieusement que ma deuxième naissance, je suis née une deuxième fois au Gush Katif. Et là, je suis devenue israélienne à 100%, et à tous les niveaux, torani, sionisme, culturel. J'ai vraiment grandi là-bas. Je dis toujours que Gush Katif m'a fait grandir et m'a éduquée. Et je suis en définitive devenue une véritable sabra. Et voilà qui explique pourquoi être resté dans cet endroit où, comme Dr Semla nous l'a malheureusement trop rappelé, il y a eu près de 57 habitants et amis, voisins, assassinés par nos voisins arabes, 6000 roquettes tombées sur nos têtes sans annonce au préalable. Et petite anecdote, le soir où nous sommes revenus de Jérusalem, après avoir signé un contrat de vente de notre maison pour pouvoir construire notre maison Gush Katif, nous attendait sur la route un tapis de ninjot. Des ninjots, ce sont des tuyaux transpercés de tous les côtés par des clous. Il est évident que nos pneus ne pouvaient que crever en passant dessus. Et là, évidemment, nous attendaient une dizaine de terroristes avec des pierres dans les mains qui avaient qu'un but, c'est de nous tuer. Et après avoir tiré en l'air pour les éloigner, nous sommes arrivés miraculeusement au barrage des soldats en se disant vraiment que c'est un véritable miracle, on a vraiment échappé aux rebelles. Et le lendemain, je parlais des journalistes qui étaient venus à m'interviewer, et je me souviens leur avoir dit que ne vous inquiétez pas, chaque pierre et autre pierre et encore une pierre lancée ne faisait que me renforcer dans l'idée que là est ma place, que là est ma maison et que là est ma terre. Plus vous en jetterez et plus je resterai. Et j'explique toujours que personne à Tel Aviv, Jérusalem, Petah Tikva ne pense à quitter sa maison quand il y a un attentat dans sa ville. Et bien nous, c'est exactement ça. Malgré toutes les questions qu'on nous dit toujours, oui, vous avez vécu dans la terreur, tout Israël, malheureusement, on est vraiment malheureusement abreuvé d'attentats tout le temps, et personne ne pense qu'ailleurs, ça sera mieux. On reste là, et comme on dit, je ne sais pas comment on dit, l'itmodèle, on s'arrange avec ça.
Et bon, malgré cette situation, nous étions très heureux au Gush Katif, nos enfants étant éduqués sur une base très, très forte de sionisme. Et je pensais vraiment une force en moi que, moi qui avais toujours jalousé les pionniers de 48, je retrouvais cet amour et cette force en moi, sachant pertinemment que rien, en définitive, ne pourrait m'arracher de ma maison. Et pourtant, cet arrachement est venu incroyablement, d'un côté tellement inattendu, en la personne, excusez-moi, et d'Ariel Sharon, Premier ministre, grand bâtisseur en Judée-Samarie et Gush Katif. Et je ne me suis même pas posé la question pourquoi, parce qu'on n'a jamais eu de réponse très claire. J'ai une réponse personnelle à ça, mais je préfère la garder pour moi. Et nous nous sommes battus pendant près d'1 an et demi pour nous opposer à cette incroyable décision. Et avons demandé à Sharon d'organiser un référendum, ce qui a été refusé. Sharon a cassé tout contact avec le maire avec qui il était ami et n'est jamais été prêt à nous regarder les yeux en face et venir au Gush Katif et nous expliquer pourquoi cette décision. Il a juste décidé que qu'on appelle ça, les inscrits sur la liste du Likoud voteraient et décideraient pour nous et pour lui si oui ou non il y aurait expulsion du Gush Katif. C'est évident que tous les jours, après le boulot, nous allions dans toutes les maisons de tous ces inscrits du Likoud, frapper à la porte, voilà, bonjour, je m'appelle Nadine, est-ce que je peux te parler? Et alors, il y a des fois, ils nous recevaient, des fois, ils nous demandaient de sortir de la maison. Et en définitive, dans ce vote-là, il a été décidé, ils ont voté contre la décision de Sharon. Mais Sharon a maintenu son projet. Et je peux dire que malheureusement, après que nous sommes sortis du Gush, je ne dis pas de bêtises, près de 5-6 guerres avec le Hamas, une deuxième guerre du Liban qui était un désastre, et voilà la réussite de l'expulsion du Gush Katif. Et après l'expulsion, nous avons tourné pendant plusieurs mois, des fois pendant 1 an, dans des hôtels, auberges de jeunesse, kibbutzim, yeshivot, autres. Aucune véritable solution pour nous. Moi, personnellement, j'ai vécu pendant près de 6 mois dans un hôtel. La famille éparpillée dans plusieurs chambres, aucune intimité, beaucoup de personnes en dépression, les jeunes révoltés, dégoûtés, un taux de chômage très élevé. Et surtout une sensation, comme l'a dit, j'ai ressenti aussi comme Gisèle, une sensation de trahison et de colère vis-à-vis de nombreux dirigeants ayant voté pour ces décisions et en soutenant Sharon aveuglement. Vous nous avez demandé de venir après la guerre de 67, en 77, venir nous installer au Gush Katif. On a terriblement travaillé, on a fait en sorte que vraiment ce Gush se développe, surtout grâce aux agriculteurs comme Ariel Porat. Et vous demandez simplement de partir ou de donner 1 an et demi pour le faire. Et moi, ça m'a pris énormément de temps pour émerger de cette situation. J'avoue que j'avais un mal fou à attraper un drapeau, j'avais un mal fou à chanter la tikva, je n'avais pas envie de fêter Yom Ha'atzmaut. Et pendant 2 ans, c'était devenu totalement étranger. Mais toujours, je dis que rester fâché avec ce pays, qui est un véritable miracle, et qui est né seulement 3 ans après la Shoah, n'est pas plausible. Et le fait que 11 villages soient nés grâce à nos enfants, à la 2e génération, qui ont été créés, qui ont créé 11 villages, nouveaux villages, après l'expulsion, a été un véritable baume à nos cœurs. Et ils ont en définitive continué ce que nous avons fait au Gush, peupler et faire revivre ce pays. Et quelques années après cette expulsion, j'ai commencé à travailler en tant que guide au centre d'héritage du Gush Katif, et ce fut pour moi une véritable thérapie. Et on appelle ça centre et pas musée. Musée, c'est un endroit où tout est archivé, fermé, appartenant à l'histoire du passé, ce qui n'est pas le cas du Gush Katif. Nous reviendrons au Gush Katif. Nous, nos petits-enfants, j'y crois fermement. Un héritage se transmet de génération en génération, et Gush Katif aussi, évidemment. Au centre où je travaille, nous racontons l'histoire de l'arrivée au Gush Katif jusqu'à l'expulsion, 28 ans de vie intense, l'agriculture étant dominante sur 21 implantations, près de 18 étaient agricoles.
et une agriculture commencée difficilement sur du sable est devenue un véritable succès, car à mes yeux, un peuple revenu à sa terre ne peut que réussir. Yohanan, si tu peux mettre quelques photos du centre, je commence à expliquer un petit peu. Yohanan. Bon. Johan, est-ce que tu peux mettre, est-ce que tu peux mettre les photos? Yohan est fatigué. Oui, je ne sais pas où. Oui, oui. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, simplement, pour vous, en quelques mots, le centre dans lequel je travaille. Bien sûr. Le centre est aménagé en plusieurs pièces qui retracent l'histoire du Gush Katif d'une façon chronologique, de la vie quotidienne jusqu'à l'expulsion, et ainsi que nos efforts pour combattre ces décisions. Un film de 20 minutes extrêmement émouvant, racontant les derniers jours, quand les soldats rentrent dans les maisons et sortent les familles de leurs maisons. Et nous concluons la visite par un film optimiste, quand le peuple juif, malgré une histoire peuplée d'événements tragiques, n'a jamais perdu l'espoir et la foi. Le symbole du centre est en forme de Magen David, et Magen David teinté de couleur du Gush Katif, orange la couleur du combat, jaune le sable, bleu la mer et le ciel. Voilà, là on voit quelques photos du centre. Vous voyez là, ce que je vous parlais de la Magen David qui est le symbole du Gush Katif. Cette Magen David, comme vous la voyez, est brisée en deux. On peut faire encore tourner des photos, Johan. Voilà. Alors voilà, ça c'est la première salle. Là, en définitive, on découvre on découvre la vie au Gush Katif. Là, c'est le coin culture. Je vous ai dit qu'il y a énormément de culture au Gush Katif. On habitait dans un trou, mais vraiment, voilà, ce sont des gens qui viennent visiter, énormément de ministres, énormément les présidents d'État sont tous venus au Gush Katif. Alors, ce que je rappelais, donc, ce sont des groupes, donc, voilà, et je rappelle donc cette Magen David, si on peut la revoir, Johan, est brisée en deux, voilà, par rapport à l'expulsion, mais dans cette cassure, croît un palmier, pousse un palmier en signe d'espoir et de renouveau. Vraiment, je vous invite tous à venir visiter ce centre à Nitzan. Vous en ressortirez sûrement très émus, et j'espère encore plus sioniste que vous n'êtes déjà. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci à m'avoir invité. Un grand merci, Nadine. C'était comme d'habitude toujours passionnant de t'écouter. Juste une question, tu as un petit peu dit, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés dans le Gush Katif, qui ont vécu ça, mais j'ai envie de dire que toi, au quotidien, tu réouvres cette blessure à chaque fois que tu guides. Comment tu fais pour tous les jours revivre un petit peu ces émotions et ces moments-là? Eh ben, comme j'ai expliqué au début, c'est vrai que c'est une thérapie pour moi de raconter. C'est très important pour moi de rétablir la vérité et de raconter des histoires aussi personnelles que j'ai vécues. Parce que beaucoup de gens arrivent et pensent que le Gush Katif, c'était quelques caravanes sur une dune. Alors que Gush Katif, ce n'était pas ça du tout. C'était 21 implantations très solides et très réussies. Et c'est très important pour moi de le rappeler aux gens. Maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui arrivent et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous sommes restés au Gush Katif, malgré la situation sécuritaire. Pourquoi est-ce que nous étions là et nous ne sommes pas partis? Et quand ils m'entendent et qu'ils m'écoutent, et je raconte vraiment mon amour véritable qu'on avait pour le Gush et tous les gens très courageux qui y vivaient, je sens vraiment qu'il y a un changement dans leur façon de voir. Et pour moi, quand une personne qui arrive avec une vision vraiment négative et qui repart avec autre chose en lui, même un essai de compréhension, disons, même s'ils ne sont pas encore tout à fait d'accord avec moi, pour moi, c'est énorme. Parce que je pense que c'est vrai que cet effet-là, comment est-ce qu'on appelle cette expulsion du Gush Katif, je suis persuadée qu'on n'arrivera que grandir après ça, comme disait le Rav Eitan. Et voilà, pour moi, c'est très important de raconter. Je trouve en plus, malheureusement, que Yamit, on n'en parle pas du tout. Yamit qui a été donné aux Arabes, aux Égyptiens, après les accords avec l'Égypte. Et en définitive, Yamit a été totalement oublié. Moi, je vois beaucoup d'élèves qui arrivent chez nous, des classes qui ne savent pas du tout ce que c'est Yamit, comme des adultes. Je dis quand même, c'est quand même une région qui a été exploitée par des Juifs pendant 10 ans. C'était une merveille. Et je ne voudrais pas que ça se passe comme ça au Gush Katif.
Je veux que les gens se rappellent et sachent ce qu'était Gush Katif. Et parce que le jour où on y reviendra, comme ça, ils ne seront pas surpris. Voilà. Nadine, Merci, Nadine. merci à vous. Et j'aurais voulu associer en fait 4 autres Yishuvim qui étaient en Yehuda et Shomron, en Shomron, Oui, oui, vous avez raison. Oui. qui ont été détruits et il ne s'est rien passé et on a expulsé les familles pour aucune raison, sous aucune siba. On n'a pas redonné à quiconque. Et c'est simplement associé à ces Yishuvim dont vous avez parlé. C'était peut-être ma question. Est-ce que dans le cadre de votre centre, on parle aussi de ces 4 Yishuvim de Samarie ou pas du tout? Non, on en parle, mais c'est vrai que bon, le point fort est plus sur Gush Katif, c'est exact. Oui. C'est vrai qu'on essaye à chaque fois de le rappeler, parce qu'en effet, des gens ont aussi été expulsés là-bas sans aucune raison. En plus, cette région est devenue rien. Il n'y a rien là-bas. Voilà, c'est incroyable. On se demande pourquoi. On fait bon, disons que. Et oui, on le rappelle. Ce sont des cheshbonot différents, mais c'est vrai que ça paraît totalement étonnant, cette affaire. En tout cas, un grand merci à vous. Merci à vous. Témoignage. Et merci à vous tous, Johan. Merci à tous nos intervenants de ce soir qui nous ont permis de comprendre un peu mieux tout le Gush Katif, mais aussi tout l'espoir de la reconstruction qui est possible, et nous l'espérons pour les uns et pour les autres. Merci à vous. Une bonne soirée. Merci.